Affaire Paul Rusesabagina, le verdict du procès du héros du film Hôtel Rwanda est attendu le 20 août. Daniel Foote, c'est le nom de l'émissaire nommé par les États-Unis pour Haïti. Cette nomination est en vue d'élections libres. En Éthiopie, les populations ont manifesté à Addis Abeba. C'est contre le Front populaire de libération du Tigré. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens se sont rassemblés lors d'une manifestation pro-gouvernementale à Addis Abeba pour soutenir la campagne de l'armée contre le Front populaire de libération du Tigré. Le gouvernement éthiopien demeure en conflit avec les rebelles dans le nord du pays, provoquant une famine généralisée et une crise humanitaire. Des Éthiopiens ont manifesté à Addis Abeba contre le Front populaire de libération du Tigré TPLF, alors que de violents combats se poursuivent entre les forces gouvernementales et le TPLF. Au moins 20 civils ont été tués et des dizaines de milliers ont été déplacés dans de violents combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales dans la région Aftar, limitrophe du Tigré dans le nord-est de l'Éthiopie, a indiqué jeudi un responsable éthiopien. Près de 70 000 personnes ont été directement affectées et sont déplacées. Plus de 20 civils ont été tués, a déclaré Mohamed Hussein, un responsable de l'Agence nationale de protection civile dans la région Afar. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre dernier pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré TPLF. Selon lui, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnés par le TPLF, parti qui a dominé le pouvoir éthiopien pendant 3 décennies. Promettant de les repousser, Abiy Ahmed a mobilisé des forces régionales venues notamment de l'Oromia pour combattre aux côtés de l'armée fédérale. Dimanche, les rebelles ont affirmé avoir mené des opérations limitées visant des forces gouvernementales dans la région Afar, ouvrant un nouveau front dans leur lutte contre le gouvernement fédéral. Les combats dans la région Afar ont perturbé la distribution de l'aide alimentaire au Tigré. 10 véhicules du programme alimentaire mondial PAM transportant de l'aide ont été attaqués dimanche à une centaine de kilomètres de la capitale Afar, Semira, poussant l'agence onusienne à suspendre ses convois via cette route. Jeudi, le responsable de l'Agence nationale de protection civile a déclaré que la route était ouverte et très sûre, ajoutant que toute affirmation contraire relevait de la propagande du TPLF. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a déclaré jeudi que son leader et d'autres membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. L'arrestation de quelques-uns avait soulevé des inquiétudes à l'international. Précision. Le président de Chadema, Freeman Mbowe, a été arrêté tôt mercredi matin ainsi que 10 autres membres du parti dans la ville de Mwanza, au nord-ouest. Une détention qui rappelle les méthodes de l'ancien président John Magufuli, décédé en mars. La police a perquisitionné la maison de Freeman Mbowe à Dar es Salaam et a saisi son ordinateur ainsi que d'autres équipements appartenant à sa famille, a dit jeudi Chadema, ajoutant que M. Mbowe et ses co-détenus ont été transférés dans la prison centrale de la capitale économique. Nous avons reçu des informations choquantes selon lesquelles Mbowe sera poursuivi pour terrorisme, de même que les autres suspects, a écrit Chadema sur Twitter. Cette arrestation des opposants qui avaient appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles dans une ville où toutes les manifestations sont interdites dans le cadre de la lutte contre le Covid intervient 4 mois après la prise de fonction de la nouvelle présidente, Samia Suluhu Hassan. Depuis son investiture, Mme Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur, se disant notamment prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Amnesty International a qualifié d'arbitraire ces arrestations et estimé qu'elles reflétaient les pressions croissantes contre l'opposition en Tanzanie, pays perçu comme stable dans une région est-africaine troublée.
Les autorités tanzaniennes doivent arrêter de cibler l'opposition et d'essayer de restreindre l'espace dans lequel elle peut opérer, a déclaré la directrice adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est. L'ONG ajoute que ces arrestations témoignent d'un mépris de l'état de droit et des droits humains, dont le droit d'expression et d'association. Mercredi, les États-Unis ont affirmé que ces arrestations étaient très inquiétantes. Dans la foulée des élections d'octobre 2020, au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition qui avaient annoncé des fraudes massives et contesté les résultats avaient été arrêtés, selon l'ONU. Le verdict du procès contre Paul Rusesabagina, notamment poursuivi pour terrorisme au Rwanda, sera rendu le 20 août. C'est ce qu'a annoncé jeudi le tribunal de Kigali. Le héros du film Hôtel Rwanda y est jugé depuis février. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis. Jeudi, lors du dernier jour d'audience dans ce procès qualifié de politique par la défense, le juge Antoine Muyima a déclaré que le verdict serait rendu avant 30 jours. En juin, la prison à vie a été requise contre celui qui est désormais un opposant au président Paul Kagame, jugé aux côtés de 20 autres coprévenus. Paul Rusesabagina et ses avocats n'assistent plus aux audiences depuis le mois de mars, jugeant que ses droits à la défense ont été bafoués et qu'il est victime de mauvais traitements. Rusesabagina est visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme, pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique, dont le FLN est considéré comme le bras armé. Mais il a toujours nié son implication dans les attaques menées par ce groupe en 2018 et 2019 qui ont fait 9 morts. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé un procès équitable et le Parlement européen a réclamé sa libération. Alger a exprimé sa profonde préoccupation à la suite de révélations de presse selon lesquelles l'Algérie faisait partie des victimes du logiciel espion israélien Pegasus. Le procureur du tribunal de Sidi Mohamed, Alger, a ordonné l'ouverture d'une enquête. L'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation suite aux révélations faisant état de l'utilisation à large échelle par les autorités de certains pays, et tout particulièrement par le Royaume du Maroc, d'un logiciel d'espionnage dénommé Pegasus contre des responsables et citoyens algériens. Le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué, condamné vigoureusement cette inadmissible atteinte systématique aux droits de l'homme et libertés fondamentales, qui constitue également une violation flagrante des principes et normes régissant les relations internationales. L'Algérie estime que cette pratique illégale, malvenue et dangereuse met en péril le climat de confiance qui doit présider aux échanges et interactions entre les responsables et représentants des États. Étant directement concernée par ces attaques, l'Algérie se réserve le droit de mettre en œuvre sa stratégie de riposte et se tient prête à participer à tout effort international destiné à établir collectivement les faits et à faire la lumière sur la matérialité et l'ampleur de ces crimes qui menacent la paix et la sécurité internationale, ainsi que la sécurité humaine, précise le communiqué. Le parquet général d'Alger avait auparavant ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Cette affaire survient au moment où les relations entre l'Algérie et le Maroc, accusés d'avoir eu recours au système Pegasus pour espionner les journalistes, militants ou personnalités politiques, y compris à l'étranger, sont au plus bas en raison du contentieux du Sahara occidental. Les États-Unis ont nommé Daniel Foote comme émissaire pour Haïti. Le diplomate sera chargé de faciliter la paix et la stabilité, mais aussi la tenue d'élections libres après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. L'ancien chef de mission adjoint de l'ambassade américaine à Port-au-Prince, qui a été également ambassadeur en Zambie, a été nommé émissaire des États-Unis d'Amérique pour Haïti. Il va diriger les efforts du gouvernement pour soutenir le peuple haïtien et les institutions démocratiques de Haïti après l'assassinat tragique de Jovenel Moïse, a déclaré le département d'État dans un communiqué.
L'émissaire des États-Unis d'Amérique pour Haïti dialoguera avec les partenaires haïtiens et internationaux pour faciliter la paix et la stabilité sur le long terme et soutenir les efforts pour tenir des élections présidentielles et législatives libres et justes, précise le communiqué. Les États-Unis sont l'une des principales puissances susceptibles d'exercer une influence sur Haïti, pays qu'ils ont occupé militairement pendant 19 ans, de 1915 à 1934. Mais le président Joe Biden exclut tout envoi de militaires américains, malgré la demande en ce sens du gouvernement haïtien qui souhaitait des troupes pour sécuriser le pays caribéen. Le chef de l'État a été assassiné par un commando armé le 7 juillet, plongeant ce pays des Caraïbes déjà rongé par les violences, la pauvreté et la corruption encore davantage dans la crise. Le dernier Premier ministre nommé par le président peu avant sa mort, Ariel Henry, a pris ses fonctions mardi en promettant de rétablir l'ordre et d'organiser les élections exigées par la communauté internationale. Il est sorti vainqueur d'un bras de fer pour savoir qui devait diriger le gouvernement sous la pression de plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ainsi que de l'Organisation des États américains, OEA, et de l'ONU. Une note de sport dans cette édition. Le coup d'envoi officiel des JO 2020, reporté d'un an par la pandémie de coronavirus et secoué par bien des tempêtes, a été donné ce vendredi à 11h GMT. Cette cérémonie marque plus que le début de 2 semaines d'exploits sportifs, le terme d'un long et éprouvant marathon pour les organisateurs japonais qui attendent ce moment depuis le 8 septembre 2013 et la désignation de Tokyo comme ville hôte des Jeux Olympiques 2020. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV.